Bonjour tout le monde. J'ai un petit quelque chose pour vous réveiller. Retour de lunch. Yeah! Fait que oui, je travaille chez Ubisoft. Donc, enchantée, moi c'est Patricia, je travaille comme ergonome chez Ubisoft depuis 7 ans. Et avant ça, j'ai 20 ans d'expérience en design, puis ça fait 10 ans concrètement que je suis en UX. Je suis vraiment passionnée de ce que je fais. C'est ce qui m'amène ici aujourd'hui. Puis, petit disclaimer, ça va être une présentation en franglais. Fait que les slides sont en anglais, mais je vais vous parler en français. Fait que Ubisoft, c'est une compagnie française qui a été fondée par les frères Guillemot en 1986. Puis notre but dans la vie, c'est rendre les joueurs heureux, n'est-ce pas? D'amener du fun. On est une très grande organisation. On est aux quatre coins du globe. Puis Montréal, évidemment, c'est un studio quand même assez important. C'est le quart de nos effectifs qui est à Montréal. Et 85 qui travaillent sur la production des jeux. Et dans le 85 je vous dirais que c'est comme 50 programmeurs, 50 artistes, à peu près. Le jeu vidéo, ça rapporte 50 des revenus totaux du divertissement. Fait que c'est incluant le film, la télévision et tout ça. C'est pas une petite affaire. Puis évidemment, c'est un moteur de l'économie à Montréal. Qu'est-ce que ça fait un ergonome outil recherche utilisateur chez Ubisoft? Je vais vous faire ça simple. Ubisoft a besoin d'outils façonnés à l'interne pour qu'on puisse garder notre edge, donc d'être toujours plus compétitif dans une industrie qui est évidemment très compétitive. Mon rôle au sein de Content Creation Technology Group, c'est de supporter la productivité de nos artistes, essentiellement, grâce, dans le fond, à des outils de création de contenu. Mais je ne m'intéresse pas seulement à l'expérience utilisateur. Moi, là, ce qui m'intéresse, c'est de bien comprendre et je regarde l'ensemble de l'activité selon 3 axes. Donc, l'humain, qui sont nos artistes, les outils, donc la technologie, et l'organisation, donc les processus qui sont en place. Puis ça, c'est super valorisant, évidemment. Comment qu'on fait des jeux? Je fais une brève incursion dans la création de jeux. Ça nécessite vraiment une chorégraphie puis un enchaînement là, fluide entre les différents métiers. Chez Ubisoft, on utilise le Stage Gate Process. Ça ressemble à ça. Il y a 3 phases principales, puis il y a une 4e quand le jeu est live. Je vous parle plus spécifiquement de pré-prod, de pré-production. Vous allez comprendre pourquoi. On produit les prototypes, on teste nos idées et on choisit aussi notre boîte à outils, notre stack à outils, comme on dit dans le domaine. Le plus important, c'est de peaufiner notre pipeline. Et la pipeline, c'est le workflow. C'est l'enchaînement des tâches pour produire un seul type d'asset. Fait que chaque type d'asset différent a son propre workflow. Et des types d'assets, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça inclut tous les éléments tangibles, dans le fond, pour le joueur. Quand le feu vert est donné par Yves Guillemot lui-même sur le First Playable Prototype, là, on peut commencer à produire le jeu. Puis ça veut dire produire des assets. Ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, on va figer la pipeline. Avant ça, on pouvait s'amuser à tester est-ce qu'on fait telle tâche avant telle autre tâche, mais là, quand on passe en production, c'est on fige la pipeline,
parce qu'on veut de la stabilité, puis on veut aussi limiter les imprévus. L'enchaînement entre les différents corps de métier, il faut vraiment qu'il soit optimal pour pas que ça crée des retards, évidemment. Par exemple, une chaise en bois, ça va nécessiter le travail du 3D modeler, le modeleur 3D, pour faire la chaise, mais pas que. Il va y avoir aussi l'artiste de texture qui va venir faire la texture. C'est deux équipes indépendantes, mais qu'il faut qu'ils s'arriment, donc ils doivent s'arrimer. Le port d'arrimage, évidemment, c'est l'engin. C'est par là que ça se passe. C'est dans le niveau du jeu. Le modèle 3D de la chaise, il peut progresser à son rythme. Puis, indépendamment de la texture, fait que la texture aussi a fait son petit bout de chemin de l'autre côté, en autant que tout le monde arrive à bon port en même temps, c'est ça qui est le but. C'est pour ça qu'on a les niveaux de qualité. En fait, c'est des niveaux de détail parce que, bon, le 0, vous l'aurez compris, étant le plus bas et le L3 étant le plus élevé, le plus poussé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le L2, c'est le shippable. Fait ce n'est pas tous les jeux, ce n'est pas tous les assets qui vont se rendre au niveau du polish. Ils peuvent arrêter avant à shippable. Fait que c'est pas rare, en fait, que nos artistes de niveau, donc ceux qui créent le niveau, vont mettre ce qu'on appelle des placeholders, des assets provisoires, des L0 finalement. Pendant ce temps-là, ben, les artistes peuvent produire les assets qui vont aller dans le jeu. Puis en même temps, c'est que ça nous permet aussi de définir un peu ça va être quoi la dimension. Share and reuse. Toute l'industrie du jeu vidéo pratique la réutilisation. OK? C'est un besoin d'affaires. Ça nous rend juste plus efficients. C'est juste le gros bon sens. Dans la mesure du possible, on va épuiser toutes nos solutions, nos options, avant de dire « OK, il faut vraiment le créer from scratch, il faut le faire de zéro ». Si c'est entièrement nouveau, fait que là, on parle d'une nouvelle marque complètement, puis un nouveau framework, un nouvel engin, oui, il va y avoir beaucoup moins de réutilisation. On parle de peut-être plus de 10 % à ce moment-là. Quand c'est un nouveau chapitre à l'intérieur d'une marque, donc le Assassin's Creed, le prochain Assassin's Creed, bien là, à ce moment-là, on est plus dans du 50-50. Inversement, si on a une saison d'un jeu qui est live, comme Rainbow Six, là, on est beaucoup plus dans du 90 % de réutilisation, parce que ça va très vite. On parle de 4 saisons par année. Fait qu'il faut que ça roule. Donc, on n'a pas de certitude, donc c'est vraiment pas exact comme chiffre. C'est des estimations empiriques, mais sur un jeu live, ça pourrait représenter de 30 à 50 % de réduction de coût. C'est quand même important. Il y a 4 scénarios, 4 use cases, comme dans notre langage, de réutilisation. Puis ça dépend du contexte, puis ça dépend aussi du corps de métier. C'est les deux variables. Dans le premier cas, c'est un peu ce que je vous expliquais, le placeholder de l'artiste de niveau. C'est un asset qui est temporaire, qui va être éventuellement remplacé. Mais ce n'est pas juste pour l'artiste de niveau, il y a aussi les artistes techniques, quand ils font du prototypage pendant la période de pré-production. Si l'asset provisoire fonctionne, puis qui est conservé jusque dans le jeu, c'est là qu'on parle d'un as-is, d'un tel quel. Ça peut arriver, on l'a vu tantôt, dans le cas de notre jeu live. Ensuite, on a le fameux rework. Je vous dirais que c'est le cas classique. On cherche tous à gagner du temps. C'est humain. On ne veut pas avoir à refaire tout le temps une chaise depuis le début. Donc, le rework, c'est vraiment un classique. C'est un retravail de l'asset, mais au point où l'artiste l'a modifié, au point où c'est plus le même asset de toute façon.
Puis finalement, on a nos artistes de concept, les directeurs artistiques et autres, qui font du 2D. Ils vont réutiliser, mais plus dans un contexte de justement faire des planches d'inspiration puis des mood boards. Là, vous allez me dire, « Wow, c'est le fun, tout ça, c'est fantastique, mais maintenant, comment on va trouver tous ces beaux assets-là? » C'est un des enjeux principaux. Où est-ce qu'ils sont les assets? C'est la grande question que tout le monde se pose. Donc, en théorie, là, je vous ai parlé que ça peut être à l'intérieur d'une même marque. Effectivement, au sein d'une même marque, c'est assez simple. Ça se passe bien. Quand on crée un nouvel épisode, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on repart de l'ancien épisode, puis on va créer une nouvelle branche dans l'engin, dans le moteur de jeu. Mais, en pratique, c'est quand même fastidieux, malgré ça, parce que, par exemple, l'éditeur dans l'engin, qui est l'équivalent justement d'un asset browser, d'un catalogue de tous les assets, c'est une liste. Il n'y a pas de vignette. Mais c'est correct. C'est pas grave parce que de notre liste d'assets, on va tout simplement venir le drag and drop dans le niveau, dans l'engin. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt d'avoir de vignette. Et c'est aussi pour ça que les équipes, très tôt, ils vont constituer ce qu'on appelle un gem, nous, dans notre langage. Ils vont tout simplement mettre tous les assets dans un niveau qui est blank, un niveau vide. Puis ils vont tous les mettre comme en vitrine, comme sur un échiquier. Mais évidemment, cette stratégie-là, elle marche pour le jeu qu'on est en train de développer. Si on s'intéresse à des assets de d'autres jeux, ça n'arrivera pas. Donc, pourquoi pas centraliser? Effectivement, on va centraliser le tout à un seul endroit. Je vous ai mis la solution Fab de Epic Games parce que je ne vous montre pas, évidemment, nos outils internes, mais ça vous donne une idée un petit peu de genre de produit. Fait que chez Ubisoft, on avait un produit qui s'appelait Portfolio depuis 10 ans. On l'a remplacé par un nouveau produit qui s'appelle la boutique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les assets qui se retrouvent dans notre catalogue proviennent la plupart du temps, en fait, presque tout le temps, de nos closing kits, qu'on appelle. C'est quand le jeu est terminé, il est livré, il est shippé. Là, on vient récupérer tous les assets de l'engin. Mais il y a un problème un peu avec ça. C'est que les assets finaux qui proviennent de l'engin sont pas, en fait, sont optimisés pour un contexte très précis qui est un jeu à livrer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous réutilisables, et avec raison. Donc, ça me donne, par exemple, des assets iconiques, comme notre fameux Altaïr, le premier assassin à capuchon. Évidemment, on ne le mettra pas là-dedans. Les assets sont devenus obsolètes pour plein de raisons, du type changement de version de logiciel, changement de version de console et compagnie. Les assets qui ont été obtenus par procuration, ça arrive des fois qu'on achète des assets de des banques, bien, s'ils sont expirés, légalement parlant, on ne peut pas les réutiliser, à moins de renouveler, évidemment, l'entente. Puis, finalement, il y a les formats non supportés. Chaque engin a des formats de fichiers qui acceptent ou qui n'acceptent pas. C'est la réalité. C'est la réalité dans l'industrie. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus un push dans l'industrie pour converger vers un standard OpenUSD, le Universal Scene Description, qui est un standard qui est dans le fond proposé par Pixar. C'est Pixar un peu qui est derrière tout ça. Nos utilisateurs de Portfolio, ils nous remontaient régulièrement des petits soucis, des enjeux, mais on ne pouvait pas vraiment améliorer le produit parce que la technologie était devenue désuète. C'était plus possible de faire des mises à jour. Fait que, OK, on va faire un nouveau produit. De toute façon, on avait un peu le même contexte avec l'autre outil qui est Candy Shop. Puis,
voyez-vous, dans le cas de Portfolio et de Candy Shop, on ne couvrait pas les mêmes types d'assets. Fait que oui, le but, le but de la boutique, c'est one ring to rule them all. Fait que oui, on veut tous les assets au même endroit, parce que c'est ça qui est le plus efficient. Mais on a aussi découvert l'importance d'une équipe de gouvernance. C'est ça, je veux vous expliquer un peu. Ce n'est pas suffisant, dans le fond, de prendre les closing kits et de les verser dans le catalogue. Ça prend un minimum d'intervention, vous l'avez vu, il faut enlever Altair dans la banque. Dans cette équipe-là de gouvernance, on a un artiste technique. Fait que lui, il va vérifier la conformité et la qualité des assets. Puis on a aussi un spécialiste de la taxonomie. Il va venir ajouter des tags pour devinez pourquoi? La découvrabilité. Comme c'est vraiment une petite équipe, là, on parle de 2 personnes plus un gestionnaire, c'est sûr qu'on va rajouter de l'automatisation le plus possible pour venir les aider. On parle de, entre autres, un asset processor, puis aussi de l'auto-tagging assisté par de l'IA. Mais il n'y a rien de parfait, OK? Dans le sens où on va toujours avoir besoin d'un humain pour passer derrière puis s'assurer que la machine n'a pas fait des bêtises. D'ailleurs, on s'est rendu compte dans tout ça l'importance de personnaliser des solutions qu'on prend à l'externe. On n'est pas des spécialistes de moteurs de recherche. On a pris une solution qui s'appelle Elasticsearch. Et il fallait évidemment le paramétrer pour que ça fit avec notre contexte à nous. Et sinon aussi, on a Graphite de Synaptica, qui est justement notre outil de taxonomie. Fait que ça aussi, il fallait le personnaliser parce qu'on a nos propres naming conventions chez Ubisoft. Même si à terme, on veut s'en aller vers le standard de USD, comment on va faire pour décorréler, en fait, nos assets des jeux d'où ils proviennent? À terme, en fait, ce qu'on voudrait, c'est de permettre à nos utilisateurs de partager eux-mêmes les fichiers. Évidemment, l'humain étant ce qu'il est, ça demande un effort supplémentaire. Fait que les gens nous disent, et ils ont été très vocaux, ils ont été très clairs, non, mettez-moi de l'automatisation. C'est pas vrai que je vais aller prendre mes 300 assets, puis les cleaner, puis les standardiser, puis les partager dans votre plateforme. Fait que oui, c'est là qu'on veut tendre, c'est ça l'ambition. L'une des pistes, ça serait d'attraper en fait l'asset au vol pendant qu'il est en production. Puis ça, on voudrait s'appuyer en fait sur Jira, sur les scripts de Jira. Mais pour qu'on puisse arriver à faire tout ça, ça prend ça. Fait qu'il faut être en mesure d'avoir notre metadata. Ça, on a notre schéma de metadata. Ça prend le data comme tel qu'on doit être en mesure de suivre, de tracker. Et ça prend des rules, notre fameuse gouvernance. La boutique, ce n'est pas simplement un remake de 2 produits. Ça se veut aussi une plateforme fédératrice, comme je vous disais, là, pour tous les différents types d'assets. Mais le but, c'est éviter les allers-retours. Hein? On veut augmenter l'efficience. Quand un artiste travaille sur un objet ou un personnage, ça ne s'arrête pas juste au modèle 3D. On l'a vu tantôt. La suite logique, c'est qu'il va y avoir des textures à mettre. C'est pour ça que pour nous, ça ne faisait plus de sens que les textures soient ailleurs. Mais il n'y a pas que ça. On a vraiment une roadmap ambitieuse pour notre catalogue. Oui, on veut inclure différents types d'assets, comme je vous disais, mais la réalité en ce moment, c'est que on est dans une révolution industrielle 4.0. C'est très rapide. Et la réponse aujourd'hui, c'est on a une réponse là, mais demain, elle va peut-être être différente parce que ça va tellement vite. Par exemple, si on recule il y a 5 ans, la production des textures, c'était vraiment très différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de la photogrammétrie puis du procédural avec des matériaux intelligents. Ce n'est pas du tout le même métier. Fait que oui, l'intelligence artificielle, elle vient bouleverser nos façons de faire, puis ça vient redéfinir
le périmètre de certains métiers. Ça transforme les métiers. Pour l'instant, l'utilisation de l'IAG, l'intelligence artificielle générative, elle se limite à la phase de conception pour booster l'idéation, brainstormer, faire des itérations sur des concepts. Mais c'est ça, on est en train de développer aussi notre outil propriétaire de génération, de text-to-text, de text-to-image, puis de image-to-image, pour qu'on puisse affranchir des solutions externes du type Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion et compagnie. Fait qu'Éric Bellefeuille, que vous voyez en haut à droite, à gauche, il avait estimé son travail pré-IAG à 2-3 semaines. Avec l'IAG, un jour pour 250 variations sur le même personnage. Fait que oui, c'est significatif. Puis ça corrobore un peu avec la plupart des études là, qui ont sorti dans les 2 dernières années sur le travailleur de bureau. Là, on parle de 50 à 60 de gains de productivité, surtout justement au niveau du drafting, de l'ébauche. Alors oui, pourquoi pas utiliser notre catalogue d'assets pour centraliser nos concept art, nos 2D assets, et après ça, on branche le tout avec notre outil propriétaire de IAG. Tout ça, ça requiert évidemment un effort concerté des équipes de technologie, dont l'équipe de La Forge, qui est notre incubateur de R&D. Puis on travaille sur d'autres projets qui exploitent justement l'IAG. Puis, même si on n'est pas encore tout à fait rendu au point de l'asset qu'on dit Game Ready avec l'IAG, c'est quand même vers ça qu'on s'en va. Fait que gardez l'œil ouvert sur l'actualité. C'est comme ça que vous allez savoir un peu ce qui se passe chez Ubisoft. Voilà. Merci Patricia. Plaisir. Je te remets le clicker. Est-ce qu'on a des questions dans la salle pour Patricia sur la déployabilité dans un contexte de jeu vidéo et surtout dans un contexte en fait employé, un jeu vidéo très intéressant. Oui, c'est l'aspect très employé côté artiste. Si vous avez des questions comme d'habitude, oui, il y a une question ici. Quelqu'un, tu peux apporter le micro à monsieur. Merci Alexandra. Entre-temps, moi je trouve qu'on peut faire un énorme parallèle avec tout ce qui est les répertoires de recherche. Oui. Plus tu présentais ça, plus je me disais, c'est vrai, ça correspond énormément à tout ce qui est répertoire de recherche, tout ce qui est taxonomie, tout ce qui est tagging. Oui. Quand on pense à ça, c'est l'atomic design, là, c'est penser à tout ça aussi. Penser à tout ça, oui. Très important. Et je pense que la découvrabilité des répertoires de recherche, ce serait un beau projet de recherche aussi à ce niveau. Oui, absolument. Oui. Bonjour. Moi, j'ai une question concernant le process que tu nous as montré. Pourquoi, en fait, dans une aussi grande entreprise qu'Ubisoft, c'est au big boss de valider le FPP? Pourquoi Yves valide tout? Pourquoi Yves? C'est sa compagnie, il a le droit. Non, il n'est pas tout seul. Yves n'est pas tout seul, il y a une équipe avec lui. Il y a aussi des VP éditoriales. Fait que, tu sais, tout l'aspect éditorial aussi, c'est sûr, ça va être surveillé par cette équipe-là. S'assurer qu'on est pertinent, puis, etc. Ouais. Pour appuyer là-dessus, pour avoir mis un orteil dans ce monde-là, les personnes haut placées ont souvent le pouvoir décisionnaire sur les nouveaux jeux, les nouveaux films, chez Pixar aussi, les nouvelles voitures, c'est un peu là où j'ai mis mon orteil. Les nouvelles voitures qui sortent, c'est là-haut qui décide la finalité. Oui, qui toujours. fait quoi aussi. Toujours, quand même. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, ici. Est-ce que vos artistes peuvent utiliser l'IA ou est-ce qu'en termes de propriété intellectuelle, ça pose des problèmes? Excellente question. En fait, c'est ça. Oui, on a des artistes qui s'en servent, mais en phase de conception. Quand je disais qu'on n'est pas tout à fait rendu à l'asset Game Ready, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné aussi, il faut s'assurer qu'on n'est pas en train de voler des trucs ailleurs. Mais c'est utile en termes de brainstorming, justement, pour les concept art. Les directeurs artistiques établir justement le mood, comment ça va être quoi la signature graphique. Ça peut être très utile, puis on s'en sert déjà, mais avec notre outil propriétaire. On n'utilise pas les Stable Diffusion et compagnie. C'est bon. Une dernière question? Quelqu'un ou pas?
Non, pour faire un dernier point là-dessus, quand on regarde beaucoup l'histoire de Disney, on voit aussi la réutilisabilité. Oui. Combien de fois on voit des films d'animation avec des mouvements de personnages ou des bouts de films qui sont réutilisés après des dizaines d'années directement. Oui. Très important ça. Merci beaucoup Patricia. Ça me fait plaisir. Merci.